Et nous continuons donc d'emblée avec la communication suivante, où nous retrouvons avec grand plaisir Céline de Villers, jamais 203, courage, et surtout, voilà, qui nous a fait déjà 2 remarquables présentations, y compris un résumé des institutions belges, ce qui n'était peut-être pas le plus facile. Ça vaut les fragments romains, les fragments de peinture romaine, certes. Bon, ceux qui n'ont pas compris auront droit à une séance supplémentaire. Alors, cette fois, Céline nous emmène sur un site des Abruzzes, un site fouillé d'ailleurs par une école belge à Alba-Foukens. Elle présente le sujet avec Éric Moorman, qui n'est malheureusement pas présent, qui était professeur à Nimègue et que nous avions accueilli, c'est vrai, en 2010. Et donc, elle va nous faire part de ces belles découvertes, cette fois non pas dans une maison privée, mais dans un espace public lié au forum, ce qui soulève également des questions d'interprétation fort intéressantes. Merci à toi. Merci Annie. Je vous promets, c'est ma dernière intervention. Effectivement que je fais également au nom d'Éric Moorman, qui malheureusement ne peut pas être présent avec nous. Alors, à une centaine de kilomètres de Rome, au cœur des Abruzzes, le site antique d'Alba-Foukens est une des plus anciennes colonies militaires romaines. En effet, la ville fut fondée en 304-303 avant notre ère, suivant un urbanisme régulier établi au sein d'un puissant rempart polygonal, organisé en deux longs îlots le long des 2 rues principales qui structurent la cité, au fil desquelles se succèdent le Comitium, le Forum, la basilique et le sanctuaire d'Hercule. Le site est détruit par un terrible tremblement de terre au IVe siècle selon les archéologues, à la fin du Ve ou au début du VIe siècle selon les sismologues. En 2007, des fouilles belges menées par le Créa Patrimoine de l'Université libre de Bruxelles, en collaboration avec les musées royaux d'art et d'histoire, reprennent dans la zone du Forum, sous la direction de Cécile Evers, directrice du département des antiquités des 10 musées. Donc la fouille est implantée de ce côté-là du Forum. Réalisées jusqu'en 2015, elles ont permis de dégager 2 bâtiments encore inexplorés de cette partie ouest de la place. Ces 2 bâtiments ont été retrouvés dans 2 états chronologiques distincts. Le premier, que nous avons baptisé la salle aux colonnes, fut retrouvé en l'état de sa destruction après ce grand tremblement de terre. Je me mets dans la catégorie des archéologues du IVe siècle, sous la forme d'une grande salle publique de réception et de banquet pour une assemblée de magistrats ou d'un collège de la cité. Il s'agit d'un réaménagement réalisé durant l'époque augustéenne, en tout cas c'est pour le moment ce que la chronologie laisse supposer. Donc de 2 modules initiaux agrandis en un pour former un espace suivant le modèle architectural de l'Oecus corinthien. Suivi ensuite d'autres phases d'occupation de l'espace avant sa destruction définitive par le tremblement de terre. Le second est... Ah bah c'était celle-là. Pardon. Donc ici, une vue de la salle après fouille. Le second espace, à côté, que nous avons baptisé la salle au marbre, a lui aussi connu plusieurs phases d'aménagement. La principale est liée à une fonction religieuse dotée d'une abside au fond de la pièce luxueusement décorée de plaquages de marbre, recouvrant tant les murs que le sol, suivie d'une phase de réfection pour l'instant située à l'époque sévérienne. Elle continua quant à elle d'être utilisée après le tremblement de terre, avant d'être finalement laissée à l'usage de dépotoirs avec un matériel qui témoigne de l'occupation du site jusqu'au tout début à la fin du 5e, éventuellement au tout début du 6e siècle de notre ère. Alors, les peintures, les fouilles ont livré effectivement un important corpus stoichographologique. Il s'agit principalement d'enduits et de sucs fragmentaires provenant des niveaux de destruction de la salle aux colonnes et des remblais d'abandon de la salle au marbre et de 2 décors en place. L'ensemble de ce matériel n'a pas été examiné en détail. Malheureusement, 4 trop courtes campagnes d'études n'ont pas suffi pour
que je regarde tout toute seule, mais il nous a semblé opportun de signaler ces recherches et les premières observations qui en découlent, recherches donc pour lesquelles j'ai eu la joie d'être rejointe l'année dernière par Eric Morman. Donc ce sont des informations un peu brutes de fouille que nous pouvons vous livrer. Alors, on associe un décor peint et stuqué à la phase de réaménagement de la salle aux colonnes en tant que salle de réception de banquets en oikous corinthien. Les éléments qui le composent proviennent des niveaux de comblement des deux salles, par contre. Le décor devait comprendre plusieurs séquences décoratives dont les dimensions respectives et l'organisation générale demeurent pour l'instant inconnues, mais pour laquelle quelques hypothèses peuvent être émises, notamment en s'inspirant des comparaisons. Des compartiments à panneaux ou panneaux à fond rouge rehaussés de stuc pourraient avoir pris place en partie haute de parois. Il nous en est parvenu un fragment de candélabre composite dont la hampe, posée sur une ombelle, est constituée d'un cratère en calice sur base triangulaire. De ce cratère jaillissent 2 tiges adventices chargées de feuilles et de sabats et émerge un faisceau de tiges aux extrémités en coup de fouet composé comme une palmette au sein d'un cercle festonné qui supporte un pinax vert à volets blancs. Une alternance de compartiments violets et de compartiments rouges encadrés d'un jeu de baguettes en stuc blanc et de filets bleus. Au sein de ces compartiments figuraient des motifs réalisés en stuc blanc complétés d'éléments peints en bleu. Ces motifs semblent figuratifs. Un seul exemplaire à fond rouge est largement conservé, à savoir les jambes dénudées d'un satyre dansant peut-être aux côtés d'une ménade dont témoignerait la nébride ondoyante peinte en bleu. En l'absence d'indices évidents pour les situer en plafond, ces compartiments pourraient se situer en partie haute de parois, ainsi que dans la lunette de la voûte ou en entablement, selon la configuration architecturale de la salle qui est en cours de réflexion. Nous situons également en partie haute de parois une décoration végétale stuquée sur fond blanc, ou en tout cas pour laquelle il n'y a à l'œil nu plus aucune trace de couleur, faite de tiges, notamment donc faite de tiges émergeant de volutes festonnées et supportant des palmettes en éventail. Le rythme d'une frise géométrique d'environ 25 cm de hauteur peut être restitué. Elle alterne des formes géométriques à fond coloré entre des hexagones violets à bord concave, notamment des losanges à fond jaune et des carrés à fond rouge. Les formes géométriques colorées sont ornées d'animaux fantastiques et des tracés préparatoires sous la forme d'incisions ont été relevés pour leur mise en place. Plusieurs éléments sont plus facilement associables au décor du plafond de l'édifice en raison d'un revers ou d'un schéma décoratif caractéristique. Différentes moulures ou éléments décorés en stuc présentent en effet les empreintes d'un support en roseau, tandis que le quadrillage orthogonal d'un décor à roseau, lui aussi rehaussé d'éléments en stuc, fait rayonner depuis un grand cercle violet des vases schématiques jaunes à 2 pétales bleus posés sur des cercles bleus de plus petit diamètre. Enfin, d'autres modénatures de moulures et de corniches, de fragments de pilastres et de colonnettes sont également associés à cet ensemble et devaient articuler les transitions tant architecturales que décoratives de la salle. Le dernier état de la décoration peinte de cette grande salle aux colonnes avant le tremblement de terre était conservé in situ sur le mur nord de l'édifice, correspondant à la zone inférieure de la paroi. Elle est constituée d'une alternance de compartiments rouges larges de 2,39 m et d'intercompartiments jaunes larges d'environ 46 cm. La transition entre les deux modules est assurée par un chevauchement des 2 couleurs ocre des compartiments, rouge et jaune, ce qui donne une étroite bande irrégulière de teinte rouge foncé à brune. Les compartiments rouges présentent un filet d'encadrement intérieur blanc dans lequel évoluent des animaux marins, peints de traits violets, verts et blancs, et dont la silhouette est soulignée d'un filet blanc. Les traits de pinceau sont bien visibles. Dans le compartiment ouest, on reconnaît un dauphin, dont seule la tête est partiellement conservée, dirigée vers la droite. L'état de conservation partielle du second compartiment rouge complique la lecture de l'animal qui l'abrite, mais il semble doté d'une longue queue sinuante et se dirigeant donc quant à lui vers la gauche. Les intercompartiments jaunes sont à imitation d'un marbre jaune à large veinure rouge et blanche.
Au vu du peu de caractéristiques qu'il présente, ce décor est difficile à dater précisément et serait peut-être à situer au IIe ou au IIIe siècle de notre ère, dans une phase de réfection de la salle aux colonnes, avant sa destruction définitive. La peinture de l'égout. Un second décor fut retrouvé partiellement conservé en place à l'arrière de la salle au marbre. Oui, non, j'ai oublié de vous préciser que à l'arrière de ces deux salles court un long collecteur appuyé contre un puissant mur polygonal qui soutient une terrasse, d'où l'appellation de peinture de l'égout. Donc, au niveau de ce grand égout situé à l'arrière des salles, il apparut dans fouille dans une configuration architecturale quelque peu insolite, puisque le mur qui le supportait, probablement construit en matériaux légers, avait entièrement disparu. Son existence ne se matérialisant donc plus que sous la forme de ce décor suspendu dans la stratigraphie des remblais. L'enduit se prolongeait en retour sur le parement polygonal du mur de terrasse, mais il n'en restait qu'une infime partie de la bande rouge marquant l'angle de paroi. D'autres fragments de ce décor ont été complétés dans différents niveaux du comblement de l'égout et permettent de le compléter. L'ensemble de l'enduit en place et des fragments témoignent d'une partie de la zone inférieure. Elle est constituée de compartiments d'imitation de marbre dont la largeur est estimée à 72 cm. 3 compartiments de marbre blanc sont attestés, 2 d'entre eux avec des veinures obliques roses ou bleues, le 3e présentant des tracés verts ondulants. Des filets verticaux brun clair marquent l'intérieur des compartiments, évoquant la découpe de plaquage. La zone inférieure est couronnée d'une bande rouge qui marque également verticalement donc l'angle que formait la paroi. Le compartiment de marbre veiné de rose montre un graffito, peut-être figuratif, mais pas sûr. Ce décor, en concordance avec le contexte archéologique, notamment la décoration pariétale de la salle au marbre, serait à situer à la fin du IIe, au début du IIIe siècle également, dans une phase de réfection de cet espace. Je vous remercie à nouveau pour votre attention. Et je vous invite à me faire part de vos impressions. Merci. Y a-t-il des questions sur cette présentation des fragments de peinture d'Alva Fukens? Nous prenons note de la catégorie de peinture d'égout maintenant. Ça, c'est une grande découverte du colloque, là. Merci beaucoup. J'avais une question et une demande de précision. Alors en fait, là, c'est sans doute moi aussi qui ai dû manquer d'attention à un moment donné. Je voulais être sûre d'avoir bien compris à quelle phase vous attribuiez le décor peint et stuqué. Enfin, et par ailleurs, je me demandais si il y avait d'autres exemples de stuc à Alva Fukens, parce que ça me disait rien, ou si c'était les premiers. Oui. Donc le tout premier décor que j'ai présenté. Oui. Alors pour le moment, on a envie de le situer à l'époque augustéenne, prudemment. On sait que ça pourrait être plus tardif, mais les indices issus du contexte archéologique orientent vers ce réaménagement en Oikous corinthien à cette période-là. Évidemment, c'est à confirmer avec étude du matériel plus approfondie. Et évidemment aussi, les comparaisons, voilà, n'orientent pas toutes vers cette datation-là. Parce que vous mettiez la maison de Méléagre à côté qui... Oui, voilà, tout à fait. On est vraiment dans une phase de réflexion et à chaque fois qu'on avance, on se repose plein de questions. Il y a une grosse réflexion sur l'architecture de la salle aussi pour essayer de mieux la comprendre. Et par rapport au reste du corpus d'Alva Fukens, je ne pense pas non plus. En tout cas, de ce que j'ai vu, toute la partie... pas du forum, mais de l'autre côté du sanctuaire d'Hercule et des habitats, c'est de la décoration peinte. Et les autres fouilles menées de l'autre côté du forum ont aussi révélé une décoration pariétale en marbre, pour le moment. Donc là, on est les seuls avec ce lot-là sur le site pour l'instant.
Je viens au marbre. Oui. Le remontage que vous avez présenté, vous le basez que sur, voilà, il était juste, voilà là, que simplement sur les formes et les plaques conservées, ou bien vous avez aussi un endroit ou l'autre, enfin j'ai pas l'impression quand je vois les vestiges, des éléments d'élévation ou des effondrements d'élévation qui vous permettent d'assurer la composition. Alors, c'est en très très grande partie du remontage, subsister en place quelques fragments de corniche qui résultent d'une phase de réaménagement, donc je disais peut-être vers l'époque sévérienne à ce moment-là, où en fait ils ont essayé de reprendre la décoration d'origine. Donc à l'origine il y avait des corniches en marbre rouge, et puis dans la réfection c'est des corniches blanches qui ont été peintes en rouge. Et il y a des petits chapiteaux. Oui. Et de nouveau, là aussi, à l'origine, ces petits chapiteaux en marbre rouge, et puis dans la réflexion, malheureusement, ils se sont débrouillés en réutilisant certains éléments du plaquage pour refaire en tout cas les mêmes modules. Oui. Et l'échelle faisant 1 mètre, j'imagine, au-dessus du plaquage de marbre, vous imaginez de l'enduit de pain? Non. Non. Non, pas pour le moment. Vraiment, donc pour le moment, on attribue de la décoration peinte dans le Hocus, Oui. et une décoration en marbre dans cette salle-là. Alors qu'on aurait encore quelque chose au-dessus de la corniche. Alors. Oui. Sinon, oui. c'est assez bas. Oui. Plafond, ouais. En tout cas, clairement attesté pour ce mur-là. Ce mur-là, c'est une autre histoire. C'est très compliqué. Ça, c'est juste un échantillonnage, ou vous avez encore des centaines de caisses de... Il y a des centaines de caisses. C'est le le plus grand, excellent. le plus grand assemblage qui a pu être refait. Donc pour la décoration en marbre, c'est justement Cécile Evers qui fait cette étude, et il y a déjà quelques articles qui sont parus. Ah, okay, ouais, voilà. Mais si vous voulez, je vous les transmets.